Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de Point de vue où nous analysons les grands événements politiques, économiques, sociaux et d'autres sujets. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre discussion sur la transformation rurale, la résilience nationale, les défis économiques, la rhétorique de l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance et d'autres sujets pertinents. Effectivement, nous allons explorer 5 thèmes principaux aujourd'hui, dont la productivité, l'innovation et la transformation autour de grands barrages et les voies vers la prospérité économique de l'Éthiopie et la manière dont le gouvernement fait le développement global. C'est un vaste programme, mais un sujet unique nous relie, qui est comment l'Éthiopie peut développer et comment l'Éthiopie construit son avenir à travers l'unité, la solidarité, le développement, l'innovation et la synergie. Aujourd'hui, j'ai ma collègue Samrawit avec moi ici au studio pour partager ses opinions sur les sujets que je viens de mentionner. Bonjour. Bonjour Moubarak et bonjour chers téléspectateurs. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes très importants concernant le développement du corridor du rural et aussi des informations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Et aussi, comme vous avez mentionné, on va parler également sur la part de la mer de l'accès rouge et aussi, donc, on va analyser, on va parler comment l'Éthiopie a perdu son accès à la mer Rouge. Et aussi, il y a un thème aussi, le Bada et Banda. Ça veut dire les ennemis internes et externes. Donc, merci. Alors, le premier thème que nous allons aborder, c'est le corridor en général. Oui. Et on va diviser le corridor rural et le corridor urbain. Donc, par rapport au corridor urbain, le gouvernement de l'Éthiopie a fait au cours des dernières années beaucoup de projets de développement dans la capitale sur le développement corridor pour embellir la ville principalement. Et à travers l'embellissement de la ville, on attire les touristes étrangers mais aussi locaux et on fait l'interconnexion entre la ville et les zones rurales aussi. Et il y a beaucoup d'importance. Donc, quelle est l'importance de ce développement de corridors, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines, selon toi? Alors, Moubarak, à mon avis, le développement du corridor en général, c'est très important pour développer un pays. Et aussi, en commençant avec le développement du corridor, par exemple, on a vu le développement du corridor de la ville d'Addis Ababa, d'Haouassa et aussi de Bijoftu. J'ai eu la chance de voir les villes en dehors d'Addis Ababa aussi. J'ai vu le changement, comment le développement du corridor change l'apparence des villes et aussi comment change les manières ou bien de vivre des habitants. Il a changé les perspectives des habitants. Ils sont propres, des endroits. Il y a aussi les choix de divertissement. Des parcs ont été construits. Donc, ils ont effectivement renforcé l'attraction touristique. Et aussi, ils ont attiré beaucoup de conférences tourisme. Comme vous le savez, l'Éthiopie est le 3e ville touristique, centre de touristique de conférences diplomatie internationale après Genève et New York. Donc, on a vu comme l'Éthiopie, en Éthiopie, comme vous le savez, il y a plus de 130 ambassades de différents pays. Des représentations diplomatiques en général. Oui, et aussi il y a beaucoup des organisations internationales comme ici l'Union africaine. Et aussi l'Éthiopie, comme vous le savez, que il y a la siège permanent de l'Union africaine aussi, il se trouve ici à Addis Ababa. Donc, il y aura beaucoup de conférences internationales concernant de différents sujets. Donc, ça va renforcer ça, premièrement. Donc, le corridor contribue à l'augmentation de participation des conférences ici, l'organisation de conférences. Et ça va augmenter de plus en plus de touristes aussi
qui sont attirés pour venir ici. Oui. Et il y a beaucoup d'attractions, que ce soit économiques ou de tourisme aussi, social aussi. Parce que s'il y aura des conférences internationales qui se tiennent ici à Addis Ababa, en fait, il va renforcer les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et aussi avec d'autres pays maintenant. Ça veut dire. Donc, concernant le corridor du développement rural, c'est très important pour moderniser les campagnes et pour moderniser et renforcer la productivité agricole et aussi pour renforcer les échanges commerciaux entre les agriculteurs et aussi les vendeurs internationaux. Et aussi, il contribue à faciliter ou à alléger le fardeau de la ville. Parce que si les zones rurales sont déjà embellies et s'ils sont confortables pour vivre, l'immigration des jeunes de la zone rurale aux zones urbaines va réduire parce qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils veulent là-bas à la campagne. Oui. Donc ça va contribuer à alléger l'immigration et donc la pression sur les zones urbaines va être réduite. Oui, ça va être aussi très important pour trouver des travaux, pour renforcer la création d'emplois en Éthiopie. Donc, d'ailleurs, tu as assisté à la célébration de Recha à Bishoftu, je pense. Oui, j'ai bien fait. Donc, tu as une bonne expérience sur place. Tu étais donc. Quel est ton sentiment et ton émotion et comment tu as trouvé la ville de Bishoftu? Wow. Vous savez, avant de cette année de la célébration de la fête Recha, j'ai été là-bas. J'ai eu la chance d'aller pour des travaux. Exactement, l'année dernière. Oui, l'année dernière et avant aussi. Mais j'ai vu le changement de la ville, c'est très impressionnant. Les infrastructures ont bien changé. Même les habitants, les modernisants, ils modernisent tous les services gouvernementaux. J'ai vu les endroits des parcs très importants pour les enfants et pour les habitants aussi. Donc j'ai vu ça, c'est très important et ils sont très intéressants comme une ville. Donc il y a beaucoup de changements là-bas. Donc oui. Donc un exemple clair de la mise en œuvre du principe de Maddamer, c'est la synergie. Oui. Ça va être manifesté à travers le ralliement, c'est-à-dire la relation, ou à travers la connectivité entre les zones rurales et urbaines, à travers le corridor. Ça va être un exemple de Maddamer, de la synergie. C'est-à-dire la synergie où l'État Maddamer dit que on peut développer ensemble. On ne peut pas développer tout seul. Oui. Donc il faut avoir tous les deux les zones rurales avec les zones urbaines et il faut augmenter la connexion, il faut améliorer les infrastructures et le mode de la transportation entre les deux zones pour qu'on puisse prospérer rapidement. Oui. Donc ça va être aussi relié avec l'État Maddamer, la philosophie de Maddamer aussi, qui est la synergie. Oui, vous avez raison. Donc, les responsables évoquent également une dimension écologique et touristique. Donc, en parlant du développement corridor rural, le mont, par exemple, on peut prendre le mont Abarcho, par exemple, sera transformé en destination d'écotourisme dans le cadre du corridor rural. Donc, en parlant de ce mont, les monts Ambarcho, représente bien une facette remarquable de riche patrimoine naturel et culturel de l'Éthiopie. Donc, ces monts situés dans la région centrale de l'Éthiopie. C'est juste un exemple. On a beaucoup de sites touristiques, beaucoup d'écotourisme en Éthiopie et aussi beaucoup d'attractions touristiques. Oui. Mais c'est juste un exemple. Oui, on peut prendre beaucoup, par exemple, comment dire, les lacs de... Oui, il y a beaucoup. Oui.
Donc, on peut dire que le corridor, le développement des corridors, c'est bien plus qu'une route, c'est un ensemble intérêt d'infrastructures qui relie beaucoup de choses ensemble, qui est route, électricité, réseau numérique, reliant les zones agricoles aux marchés nationaux et internationaux. L'objectif, c'est pourquoi stimuler la production agricole, réduire la pauvreté rurale et favoriser l'inclusion territoriale. Donc, inclusion, c'est-à-dire dans le développement, on inclut toutes les sections de la société, que ce soit en zone urbaine ou rurale. C'est un exemple de Mademar aussi. C'est pour ça que je viens de dire qu'il y en a beaucoup de relations entre le développement des corridors et la philosophie de Mademar, qui est la synergie aussi. Oui, parce qu'on ne peut pas développer seulement la ville capitale, les villes grandes en Éthiopie, mais on doit développer toutes les parties de l'Éthiopie, en soit dans les différentes régions. Donc, c'est très important. Donc, le corridor rural, comme vous avez dit, une colonne véritable du développement intégré, agriculture, industrie, environnemental et cohésion sociale. Donc, c'est une vraie révolution silencieuse. C'est un développement inclusif à travers lequel on a commencé à expérimenter dans le pays le développement inclusif. Mais auparavant, il y avait les développements, mais le développement n'était pas inclusif. Le développement était juste sur la capitale, Addis Abeba, et quelques villes des capitales des régions. Mais maintenant, ça va être de plus en plus inclusif, notamment après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter sur le développement de corridors? Sur le développement du corridor, comme nous avons parlé maintenant, c'est très important de développer l'Éthiopie en différents domaines. Ça peut être social, économique et aussi renforcer les relations diplomatiques. Donc c'est très important. On va voir le changement ensemble. D'accord. On espère que notre pays va être prospérer. Oui, en particulier notre capitale Addis Abeba va être prospérée, va être plus belle que maintenant. Et ça va aussi inclure toutes les villes des régions aussi. Alors, et maintenant, on passe au deuxième thème qu'on va aborder. Il y a deux choses qui perturbent notre pays. Qui perturbent la paix de notre pays aussi, et qui sont obstacles de notre développement et de notre prospérité aussi, qui est les Bada et les Banda, qu'on dit en Amérique, qui va dire que les Bada, c'est les étrangers qui veulent perturber notre pays, qui veulent détruire notre pays et qui veulent, comment on dit, créer beaucoup de conflits, beaucoup de guerres ou d'incompréhension entre notre nation, entre notre différentes nations. Et le deuxième, c'est les Banda. Les Banda, c'est-à-dire les ennemis internes qui collaborent avec les étrangers, qui veulent intervenir dans notre affaire interne. C'est-à-dire ils font des interventions à travers ces bandits-là. C'est-à-dire ils vont utiliser les bandits ou les bandas pour perturber notre pays et pour être obstacle de notre développement, dans le développement des corridors, le Grand Barrage de la Renaissance ou d'autres projets phares aussi. Oui, par l'histoire, par exemple, l'Éthiopie a toujours confronté à ces défis des ennemis internes et externes qui créent des conflits, entre les nations, entre les peuples. Donc, basés sur l'ethnie ou la religion ou d'autres... En collaborant avec l'ennemi extérieur. Donc, on doit affronter en étant ensemble avec la philosophie synergie ou bien avec le système de Mademar. Donc, c'est très important. Si on est unis, on peut développer tout ce qu'on veut, comme on a fait avec le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Quand on est unis, on peut réussir n'importe quelle réussite. Donc, c'est très important, la division et les conflits ou bien
Oui, les systèmes ou bien les bandas et les bandas, ce sont les systèmes donc, pour réduire le renforcement, la prospérité. Ce n'est pas seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour les pays voisins. Si on n'est pas en pays en Éthiopie, on ne peut pas être dans les pays voisins aussi. Donc, être ensemble et être dans une situation de discussion pour résoudre... Oui. On peut résoudre les conflits, on peut résoudre notre problème à travers les discussions internes. Okay? Donc, si on n'est pas en paix ici, on ne peut pas être dans le continent aussi. C'est très difficile d'être prospéré, de penser de développement. Donc, la première chose, il faut être en paix. Il faut renforcer la paix premièrement. Il faut être ensemble. Il faut être unis pour se prospérer aussi, pour développer notre pays et surtout notre continent en général. Donc ces ennemis-là, que ce sont les ennemis internes ou externes, utilisent la division pour nous affaiblir, pour affaiblir le pays, à travers, sous couvert de démocratie, au nom de démocratie, ou d'aide humanitaire, où ils propagent des récits biaisés sur l'Éthiopie, par exemple. Ils disent quelque chose sur une telle ethnie, une telle religion et quelque chose. Donc en divisant comme ça, ils vont facilement affaiblir le pays et ils vont aussi arrêter le développement global de l'Éthiopie et aussi ils vont créer même le conflit ou la guerre s'ils réussissent. C'est-à-dire. Donc il y a beaucoup de choses. Donc pour surmonter ces problèmes-là et ces interventions étrangères, la première chose qu'il ne faut pas permettre aux étrangers d'intervenir dans notre affaire interne. C'est la première chose. C'est au niveau diplomatique et au niveau politique. À travers l'histoire. La deuxième chose, c'est il faut il faut se comprendre entre les nations, entre les religions, entre les différentes sections de la société pour arrêter cette intervention ou pour surmonter cette pression-là étrangère, cette pression étrangère. Donc les bandas sont les ennemis internes, ceux qui trahissent de l'intérieur. Ils font de l'intérieur. Donc ils sont plus dangereux que les autres, que les étrangers. Parce qu'on pense qu'ils sont notre propre ami, notre propre frère, sœur, comme ça. Mais en réalité, ils travaillent avec notre ennemi externe. Donc ils sont plus dangereux que les ennemis étrangers. Oui, comme vous le savez, il y a aussi des personnes qui collaborent avec l'ennemi international, l'ennemi externe, mais aussi il y a aussi, n'oublie pas, il y a beaucoup de citoyens qui sont positifs, qui travaillent toujours pour le développement du pays, mais il faut choisir la discussion et de l'unité, de la vérité et de la réconciliation. C'est très important pour le développement d'un pays. Donc ils font beaucoup de troubles, beaucoup de conflits, comme on a dit déjà, comme la haine, la contradiction et le refus de la logique de Mademar parce qu'il détruit leur pouvoir basé sur la division. Si on met en place la synergie, ou ce qu'on appelle en Amérique le Mademar, ça va être contre leur plan de division. Parce que le Mademar, c'est la synergie, ils font les choses ensemble. Donc, c'est l'exact opposite de leur, de leur mission. C'est comme ça. Oui, il faut créer une chose ou bien quelque chose qui font unis. Par exemple, les choses ou bien... par exemple, comme le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, c'est un grand projet qui fait unir tous les citoyens des Éthiopiens parce que c'est très important d'avoir une vision commune. Donc, comme ça, on ne peut pas se diviser comme ils veulent. C'est pour ça que ce sont les Égyptes ou que ce sont les autres pays étrangers, notre ennemi essaye de nous diviser, même à travers le grand barrage de la Renaissance, qu'il a bâti, qui a commencé qui a conçu le projet
Donc, ils vont créer des agendas sur la propriété du grand barrage même. C'est l'ensemble de l'Éthiopie qui ont bâti ce grand barrage de la Renaissance. En plus, il se trouve en Éthiopie. Oui, mais ce n'est pas une seule ethnie ou une seule religion qui a construit le grand barrage de la Renaissance. C'est l'ensemble de l'Éthiopie. Toutes les sections de la société. Même les diasporas. Les diasporas aussi. Mais ils font beaucoup d'agendas comme ça pour nous diviser. Tu sais, je dis par exemple, c'est moi qui a le plus de partage, le plus de part du grand barrage de la Renaissance. Et les autres nations, les autres religions aussi. Mais comme ça, ils vont facilement diviser les nations à travers ces agendas. Ces agendas, la propriété en manipulant notre... comment on dit, notre unité. Notre unité, notre diversité, comme ça. Donc, Moubarak, si vous avez fini, en passant à un sujet géopolitique très sensible, la part de l'accès historique de l'Éthiopie à la mer Rouge. Donc, on va parler de la part de l'histoire de la part de l'Éthiopie à la mer Rouge. Donc, comment voyez-vous la part historique de l'Éthiopie à la mer Rouge? Effectivement, jusqu'en 1993, l'Éthiopie avait accès à la mer, notamment à travers Assab. Mais après l'indépendance de l'Érythrée en 1993, depuis 1993, c'est-à-dire l'Éthiopie n'a pas, jusqu'à maintenant, n'a pas accès à la mer. Donc à partir en 1993, l'Éthiopie a perdu son accès à la mer Rouge. Donc, donc ça devient un pays enclavé. Jusqu'à maintenant. Qui a contribué à notre pauvreté, à notre faiblesse, à notre, comment on dit, qui a contribué à notre faiblesse. Par exemple, depuis, à partir de 1998 et à partir de 2000, effectivement, l'Éthiopie a utilisé de 95% de commerce extérieur éthiopien passe avec Djibouti, par Djibouti. Donc, ça va être très cher. Dépendant de Djibouti. Elle est dépendante de Djibouti et aussi ça coûte très cher pour l'exportation et importation également. Donc en général, il y a beaucoup de conséquences économiques par notre perte de l'accès à la mer. La première, c'est hausse des coûts logistiques. On paie beaucoup, on dépense beaucoup d'argent pour pour le port. Et en dépendance accrue, mais aussi opportunité de renforcer la coopération régionale. On fait la coopération régionale à travers l'accès à la mer. Si on a accès à la mer, si l'Éthiopie a accès à la mer, elle peut facilement intégrer avec les autres, parce que la connectivité va être plus rapide que maintenant, parce qu'on est enclavé, c'est-à-dire on est enclavé, on est fermé. Du reste du monde. Donc on ne peut pas facilement accéder. Même à travers beaucoup ce n'est pas seulement économique, mais social, politique ou d'autres sujets pertinents aussi. Oui, tu as raison. Par exemple, l'Éthiopie est l'un des pays les plus grands pays qui n'a pas accès à la mer, avec la population de 130 millions d'habitants. C'est très important d'avoir l'accès à la mer pour le développement de l'Éthiopie, et aussi la population de l'Éthiopie augmente toujours, donc ça va être très difficile. Même cette parole, le Premier ministre l'a dit lors de l'inauguration du livre de l'État-Major. Il a dit que s'il y a quelqu'un qui pense que l'Éthiopie reste enclavée pour toujours, il n'est pas une personne saine. C'est-à-dire que c'est naturel de demander accès à la mer pour une population de plus de 120 millions d'habitants. Donc, plus de 120 millions. Maintenant, c'est 130 000.
millions. Oui. Donc le pays ne peut pas supporter cette population, cette grande population-là. Concernant ça, le débat sur l'accès maritime, donc souverain ou partagé, reste d'ailleurs à l'actualité, mais il doit se baser sur la diplomatie, la coopération et le respect mutuel. Donc la diplomatie éthiopienne, comme vous le savez, c'est gagnant-gagnant et elle utilise toujours, si on peut voir aussi à travers l'histoire, elle utilise toujours les relations diplomatiques, la communication et donc on peut résoudre tous les problèmes avec la diplomatie et gagnant-gagnant. Bénéfice mutuel. Oui, mutuel, oui. Donc, en général, exactement, la mer pour l'Éthiopie n'est pas un symbole de conflit, mais une vision d'ouverture et d'intégration. Oui. Donc, on est plus ouverte qu'on a l'accès à la mer. Et on est plus intégré avec les autres pays. Oui, pour attirer aussi les investissements, très important, parce que s'ils ne peuvent pas gagner des portes pour l'exportation, pourquoi ils veulent ici venir et produire des produits agricoles et toutes sortes de produits. Donc c'est très important avec le développement d'un pays d'avoir un accès à la mer Rouge. Oui. Donc on va passer maintenant au quatrième partie de notre discussion d'aujourd'hui, ce qui se concentre sur la désinformation, qui est pour réfuter les fausses informations, notamment sur le grand barrage de la Renaissance. Par l'Égypte et les autres pays aussi. Et premièrement, comment on dit, quel est l'impact négatif du grand barrage de la Renaissance sur l'Égypte ou sur les autres pays riverains? Je vois seulement les choses positives. C'est très important l'intégration régionale, surtout à l'est de l'Afrique. C'est très important l'intégration économique, sociale et de développement général. Donc c'est très important, mais il n'y a pas aucun défi et problème donc pour les pays riverains. Mais l'Égypte toujours diffuse souvent des informations trompeuses sur son impact. Donc, oui, on doit être juridiquement, l'Éthiopie agit dans le cadre des droits internationaux modernes. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'Éthiopie utilise une diplomatie en communication, gagnant-gagnant. Donc, toujours, elle pense qu'on peut prospérer ensemble. D'accord. Donc, notamment, par exemple, le principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources transfrontalières. Aussi, on doit utiliser notre ressource ensemble pour l'objectif de prospérité de l'Afrique, de l'Est-Afrique également. Pour l'objectif de développement mutuel. Donc, d'abord, même les scientifiques disent que le grand barrage de la Renaissance contribue positivement à l'Égypte et aux autres pays riverains aussi, même pour réguler le débit, pour éviter les inondations et soutenir la production d'électricité aux pays en aval. C'est-à-dire, elle régule qu'il n'y a pas d'inondation. Si le grand barrage permet aux autres pays de ne pas être attaqués par les inondations. Donc, il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire, c'est un exemple d'avantage du grand barrage de la Renaissance pour les pays en aval ou pour les pays riverains, comme on dit. Les études hydrologiques montrent une gestion équilibrée de l'eau. Comme il y a un barrage, ça va être équilibré. L'eau coule de manière équilibrée vers les pays en aval ou riverains. Oui, vous avez raison. C'est très important aussi pour partager le développement ou bien l'électricité pour les pays voisins. L'Éthiopie a commencé déjà à partager l'électricité vers Kenya et aussi les pays voisins en général. Donc c'est très important pour l'économie, pour renforcement. Donc c'est à travers l'irrigation aussi, on peut les mécanismes, ça va améliorer la production agricole et pour ça va augmenter la productivité. Pour combattre également notre pauvreté.
Donc, pour être prospéré, on doit utiliser équitablement notre ressource naturelle. Donc, ça va être très important pour notre pays, également pour les pays voisins. D'accord. Mais ici, on peut nous demander aussi comment est-ce qu'on peut réfuter ces fausses informations, que ce soit par l'Égypte ou les autres pays aussi. Comment, à travers quels moyens on peut... On a déjà montré en développant le grand barrage éthiopien par nous-mêmes. Non, les fausses informations Oui. qui circulent sur les médias de l'Égypte ou d'autres pays qui parlent des choses négatives sur le grand barrage de la Renaissance ou d'autres projets de développement de notre pays. On va montrer en travaillant, en concentrant sur le travail. Comme je vous l'avais dit, on a montré qu'on peut construire un grand barrage par nous-mêmes en montrant avec le travail. Mais il faut toujours agir avec la communication, avec les règles internationales sur l'utilisation équitable de l'eau. Donc l'Éthiopie est toujours prête à être communiquée avec l'Égypte ou soit pour les... ça peut être aussi avec les autres pays. Donc, on doit utiliser les mécanismes diplomatiques. Donc, et aussi, il faut créer des chaînes en différentes langues. Par exemple, en utilisant... les médias. Oui. On doit informer la vérité en utilisant les médias nationaux et en donnant les interviews. Comme ça, ils peuvent comprendre la situation, la vérité en Éthiopie, tu vois. Donc, il faut toujours informer la vérité. Il faut montrer la vérité en travaillant et en informant les informations en différentes langues internationales, en arabe, en français. Oui, donc, il faut désapprouver leurs arguments. Oui. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la communication publique, comme vous l'avez dit, et aussi faire comprendre pour la communauté internationale. Et aussi, il faut faire des choses avec la transparence et il faut mettre en place un bon média qui peut répondre aux allégations de l'Égypte, aux paroles négatives sur le grand barrage de la Renaissance. Donc la mise en place de médias est très importante pour réfuter et pour répondre aux fausses informations qui se produisent aux médias de l'Égypte ou d'autres pays qui ne veulent pas que l'Éthiopie réalise les projets comme le grand barrage de la Renaissance. Et en somme, à répondre à la désinformation par la vérité, la science et la diplomatie. C'est-à-dire quand on met un média, un bon média, c'est-à-dire qui est basé sur la logique, sur la vérité, sur la science et la diplomatie. Donc on doit faire la balance entre ces 3 choses ou 4 choses. Parce qu'on ne doit pas dire quelque chose comme ça, mais il faut avoir la vérité, premièrement, et deuxièmement la science. La science. Et il faut pas, par exemple, insulter ou dire quelque chose de négatif comme ça, mais on dit les choses de manière diplomatique. On répond, mais en même temps, on utilise les mots diplomatiques. C'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui reste sur la des informations? Sur les thèmes des informations, comme je vous l'avais dit, c'est très important de montrer l'amour, comme l'Éthiopie est en train de faire. Elle choisit toujours la diplomatie. Comme vous le savez, sur la scène internationale aussi, elle ne réagit pas agressivement, mais avec la diplomatie. Il faut informer ce qu'on a, il faut informer les choses positives et il faut montrer aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire en Éthiopie. Sur la scène, sur la terre, nous sommes en train de se développer. On ne peut pas toujours se concentrer sur... on ne peut pas toujours se concentrer sur... parce que la désinformation, les fausses informations ne peuvent pas arrêter la prospérité de l'Éthiopie.
Donc, il faut concentrer sur les choses positives. Il faut informer les internationaux, les communautés internationales à travers les scènes internationales, mondiales, donc comme l'Éthiopie est en train de faire actuellement. C'est aussi une des politiques du pays, de l'Éthiopie, de réduire les ennemis et d'augmenter l'amitié. Oui, l'amitié avec les autres. C'est ce que le Premier ministre Abiy Ahmed l'a dit plusieurs fois sur différentes scènes internationales ou locales. Il dit qu'on va réduire les ennemis et on va augmenter notre ami. Oui, c'est ça ce que l'Éthiopie est en train de faire actuellement. Foreign, comment on dit... Les politiques étrangères de l'Éthiopie, ça base sur... Oui, sur l'amitié, sur le comment, les choses communes et aussi... Les bénéfices mutuels. Oui, les bénéfices mutuels et aussi pour les pays voisins. L'intégration régionale, c'est-à-dire qu'on intègre économiquement à travers les routes, les chemins de fer, notamment avec le Djibouti, on a beaucoup de relations économiques, échanges commerciaux, notamment à travers le chemin de fer. Oui. Et la cinquième partie qu'on va aborder, c'est la question de prospérité, la productivité agricole, qui est la voie de notre avenir dans notre pays. Donc, quelle est, comment on dit, la position du gouvernement ou la position de notre dirigeant sur la productivité et l'augmentation de la production agricole en Éthiopie pour être autosuffisant. Oui, avec aussi l'initiative Green Legacy, on plante, l'initiative de l'empreinte verte. On plante des arbres. C'est pas seulement pour l'indégradation ou bien pour combattre l'environnement, l'environnement, l'écologique. Mais aussi, ces arbres vont renforcer, contribuer à la production agricole pour bâtir ou bien un pays prospère avec l'agriculture et aussi la production en différents domaines. Donc, à travers l'irrigation, les mécanismes et les semences améliorées, mais aussi la transformation industrielle et la numérisation agricole. C'est très important pour un pays, pour se développer, pour se prospérer à travers la production et productivité. Ce n'est pas seulement concentré sur l'agricole, mais sur différents sujets, donc industriels, par exemple, en modernisant la productivité, en modernisant l'agriculture, et aussi par la numérisation agricole, comme tu l'as dit, c'est la modernisation, c'est-à-dire... Oui, on utilise aussi les réformes économiques internes, ça veut dire homegrown reform. Ça aussi a un résultat très important. Nous sommes en train de voir actuellement. Qui est mis en place par le Premier ministre. Au lieu de dépendre sur les réformes extérieures qui ne vont pas avec notre réalité. On peut créer... Mais il faut créer notre propre... réforme ou stratégie pour... Oui, ça aussi vise à libérer certains secteurs comme les télécoms et la finance pour attirer les investisseurs. Donc, on a créé, le gouvernement éthiopien a créé une plateforme, la réforme économique interne. C'est très important et nous sommes en train aussi de voir les résultats actuels en Éthiopie. C'est pour ça que le Premier ministre a dit que nous devons produire ce que nous mangeons, ce que nous consommons, notamment. C'est-à-dire qu'il faut être suffisant de manière, comment on dit, il doit être une suffisance alimentaire dans le pays. C'est la première chose que le Premier ministre se concentre. Et la deuxième chose, c'est que il faut substituer les importations. Au lieu d'importer d'autres pays, il faut qu'on produise ici de notre propre argent, notre propre ressource. Et, oui, sans oublier la
la Numérisation. numérisation, ça veut dire plateforme agricole, information sur les prix, médias, services financiers, et aussi tout cela rapproche les agriculteurs du marché. Donc, comme on a parlé ici, on a beaucoup de choses qui font progrès. Le plan de l'utopie est en train de se réaliser avec les réformes macroéconomiques, avec les réformes économiques internes également. Mais pour réaliser tous ces projets de développement, Oui. le gouvernement n'est pas suffisant. Il faut que les citoyens collaborent avec le gouvernement pour avoir une bonne réalisation et un bon succès. Oui. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on collabore tous. Il faut qu'on contribue Oui. en tant que citoyen Oui. pour ce développement. Parce que sans oublier, comme on dit, mais le succès dépend aussi de la stabilité politique, Oui, de la paix. formation du capital humain. Il faut former des main-d'œuvre bien qualifiées et d'une collaboration publique-privée efficace. Ouais. C'est-à-dire le secteur public doit collaborer avec le secteur Privé. privé. Ouais. Et comme ça, on peut avoir un bon succès Oui. et une bonne réalisation. Pour Toutes les ces communautés projets. doivent collaborer pour développer l'utopie à travers différentes actions en maintenant la paix, en produisant beaucoup. Donc, il faut travailler et on va arriver à notre pays prospère, l'utopie. Donc chaque citoyen doit faire sa part. Oui, Comment on dit, chaque citoyen doit se charger de sa responsabilité oui, pour que nous ayons un pays développé, prospère. oui. Et finalement, la prospérité, je dis que la prospérité repose sur trois choses. Oui, La paix, la première chose, la productivité et la participation citoyenne. oui. Sans la participation, sans la paix et sans la productivité, on ne peut pas avoir une bonne réalisation ou un pays prospère ou un Ouais. pays stable. Oui, vous Donc, avez raison. encore une fois, l'esprit même de Madame aussi. Oui, Si on ne fait pas la synergie entre les nations, Oui. entre les différentes sections de la société, oui. on ne peut pas réaliser ces projets, ces Oui. plans de projet. Toujours, s'il y a la division, on ne peut pas avoir un plan, un objectif commun. Donc, Ouais. il faut avoir l'unité entre le peuple, entre les Éthiopiens en général. Ouais. Donc, on va aller à la conclusion de ce qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, conclure? Oui, aujourd'hui, dans notre programme d'actualité, on a abordé sur beaucoup de choses, par exemple, comme le corridor de développement, le développement du corridor, la porte de l'accès à la mer Rouge, les désinformations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et aussi la prospérité, productivité et la voie de l'avenir de l'Éthiopie. Donc, nous avons vu une Éthiopie en marche, un pays qui relie ses campagnes à la modernité, qui défend sa vérité face à la désinformation, fausse information, et qui croit en l'unité pour se développer. Donc, pour le développement d'un pays, il faut avoir un projet commun et il faut avoir l'unité. Donc, c'est très important avant tout. Merci de l'avoir bien résumé, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et c'est un bon résumé. Donc, oui, le message est clair. Vous savez, notre avenir dépend de notre capacité à nous unir. C'est-à-dire il faut l'unité pour avoir notre avenir. Ouais. Pour avoir un bon avenir et pour avoir un pays prospère et un pays développé, ça dépend de notre capacité et de notre unité aussi. Et à produire et à croire en notre propre potentiel.
Ouais. Donc il faut produire localement ici, tout ce qu'on peut produire. Ouais. Et il faut aussi croire dans notre propre potentiel. Parce qu'on peut faire tout. Mais si on n'a pas, si on ne croit pas qu'on peut faire tout, Ouais. On ne peut pas prospérer. Ouais. Comme toujours en important des choses des pays étrangers, c'est impossible de prospérer. Donc il faut qu'on dépende sur notre propre potentiel et sur notre propre ressource aussi. Oui. Parce que l'Éthiopie a, comme vous le savez, beaucoup de ressources, que ce soit humaines ou naturelles. Ouais, Donc si on utilise bien ces potentiels-là, ces ressources-là, l'Éthiopie peut facilement prospérer et développer dans un avenir prochain. Ouais. Très récemment. Hein? Ouais. Alors, Moubarak, j'espère que nous avons terminé notre programme d'aujourd'hui. C'était très productif. Donc, merci beaucoup. Merci Samrawit pour ces échanges très fructueux. Essentiel. Oui, très riches aussi. Ouais. Tu as bien analysé les choses, que ce soit politique, économique ou sociale. Donc, je vous remercie pour votre participation Merci de beaucoup. notre discussion d'aujourd'hui. Oui, merci. Merci à vous aussi, notre chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis et pour votre attention. Et je vous invite de nous suivre dans la semaine prochaine, notre édition spéciale de Point de vue aussi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.